Et nous sommes donc de retour. Merci d'être avec nous. Je vois les mêmes visages, c'est bien. Pas que, mais nous allons commencer donc avec Didier Mascarelli, fondateur et directeur général de la société Cadelogue et Semios. Quels sont les apports du traitement du langage naturel et c'est de l'IA? On parle beaucoup de ChatGPT, mais on va parler bien sûr de l'intelligence artificielle avec vous. On va parler du traitement des exigences en cybersécurité. C'est parti pour 25 minutes avec une séance de questions à la fin. Merci beaucoup. Vous connaissez tous ChatGPT, j'imagine. Est-ce que vous l'utilisez N'hésitez pas à lever la main dans votre... Oui, ok. Dans des contextes cyber ou en général? D'accord. Personne d'autre? Oui, ChatGPT aussi. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va parler pas de ChatGPT vraiment, mais de l'apport de ces technos dans la cybersécurité, des apports dans un sens comme dans l'autre. Alors, en particulier sur les exigences. La présentation aujourd'hui, c'est sur les exigences quand vous écrivez des politiques de sécurité ou d'autres documents techniques qui sont normés et spécifiques. Donc, je suis le cofondateur de Semios AI, donc société française spécialisée en IA et dans le traitement du langage naturel. Et nous intervenons dans toutes les industries. Donc, la cybersécurité, c'est une industrie, mais on a des clients dans l'armement, dans le transport, dans l'énergie. Donc, c'est vaste. Et notre solution est spécialisée pour détecter les anomalies sémantiques dans tous les textes techniques que vous allez rédiger. Pourquoi? Parce que si vous rédigez mal certaines spécifications, par exemple lorsque vous concevez un avion, il y a des risques que l'avion s'écrase. Bon, je vais être un petit peu trivial. En cybersécurité, si vous laissez des exigences mal formulées, vous allez créer des vulnérabilités. C'est ce qu'on va vous montrer par la suite. On fonctionne en français, en anglais, en allemand et sur d'autres langues. Alors, un peu d'actualité, comme on le voyait, on a donc ChatGPT aujourd'hui qui vient d'émerger au mois de novembre 2022. Alors, effectivement, on ne l'attendait pas, même si on savait depuis plusieurs années, on connaissait ces technos, etc. Mais c'est vrai que là, il y a eu un effort assez important et une techno qui a émergé qui est intéressante, dont tout le monde s'est précipité dessus. Et on peut voir ChatGPT de deux façons, soit en tant qu'ami, soit en tant que potentiellement ennemi. En fait, il faut savoir que la cut-off date de 2021, telle que c'est annoncé, n'est pas exacte. C'est-à-dire que nous, on a des jeux de tests qu'on lance tous les mois. Et en fait, on s'aperçoit que ChatGPT apprend. Alors, on ne sait pas encore vraiment s'il apprend parce qu'il y a une persistance de l'information et il la digère, ou c'est juste parce que globalement, le nombre de paramètres augmente. Mais en tous les cas, il y a un doute. Donc aujourd'hui, ChatGPT, ça permet de créer des malwares polymorphes, par exemple, de détecter plus facilement des vulnérabilités, très utilisées au niveau de ce qui est script kiddies, au niveau de la social engineering, pour faire du phishing, c'est très efficace. Quelque chose d'important qu'on dit, c'est que ChatGPT doit être intégré dans votre analyse de risque. Je ne sais pas si vous faites de l'analyse de risque, au sens EBIOS, mais ChatGPT, il faut l'intégrer très en amont. En fait, vous combattez des IA aujourd'hui, vous le savez pertinemment, c'est pour ça qu'il y a de l'IA un peu partout dans toutes les mesures de protection. Mais ChatGPT aujourd'hui doit être considéré comme en fait une menace à considérer. De notre côté, on peut effectivement utiliser ChatGPT pour produire, analyser du code. Oui, tout le monde le fait. Il faut savoir que lorsque vous le faites, votre code est replacé dans le pot commun. Et donc ChatGPT ou les modèles GPT en général apprennent. Donc, si vous mettez du code avec des vulnérabilités, vos vulnérabilités, elles seront sur Internet. À un moment donné, il y aura une masse critique de vulnérabilités et donc des attaquants potentiels qui vont poser les bonnes questions au modèle vont détecter en fait vos vulnérabilités. Vous pouvez produire et analyser des documents de cybersécurité, ça marche très bien. Alors, ce qu'on a vu chez certains clients, c'est qu'ils partagent même certains secrets. Alors là, méfiance, parce que tout texte que vous allez mettre sur ChatGPT va être analysé. Tous les textes, toutes les informations vont être tokenisées. Donc, zéro secret, absolument zéro secret. Mais on déconseille fortement quand même d'utiliser ChatGPT dans le contexte de la cybersécurité, aussi pour d'autres raisons, parce qu'il n'est pas explicable. C'est une boîte noire, on ne sait pas vraiment comment est-ce que le résultat émerge. Ce n'est pas reproductible, c'est-à-dire qu'un texte à l'entrée ne va pas nécessairement à chaque fois donner la même sortie.
ce qui est franchement à la reproductibilité un problème, parce que si on n'est pas capable de reproduire à chaque fois le raisonnement, c'est pas simple. C'est pas normatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes aujourd'hui, par exemple, de qualité rédactionnelle des exigences. Il n'y a pas de normes cyber à l'intérieur, donc il y a pas de, c'est pas normatif en fait. C'est relativement distendu. Et donc risque accru de dissémination des secrets, comme je le disais. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais lorsque vous écrivez des politiques de sécurité haute, vous écrivez souvent des exigences. Mais des exigences au sens ingénierie des systèmes. Dans certaines industries comme l'aéronautique, par exemple, les exigences sont écrites depuis des dizaines et des dizaines d'années. Dans la cyber, c'est plus récent, c'est différent. Mais en fait, vous écrivez des exigences. Une exigence, ça peut être soit un besoin, soit une fonction, soit une contrainte, une obligation. Et elles ont la nécessité d'être claires, précises, complètes, fiables. Bon, je ne vais pas rentrer dans la catégorie d'exigence, mais il faut qu'elles soient explicites ou implicites, ça va dépendre des contextes. De notre côté, vous avez le langage naturel. Lorsque vous écrivez des exigences, vous utilisez le langage naturel. Mais le langage naturel est permissif, il est ambigu. On peut écrire plein de choses. C'est pas normé, c'est pas du code, hein, bien entendu. Donc il est ambigu par essence. Quand les ingénieurs dans l'ingénierie des systèmes écrivent des exigences, ils suivent en fait des normes et des chartes de qualité, notamment pour éviter des ambiguïtés. Notamment, ils vont par exemple utiliser le verbe devoir au présent, utiliser la forme active, éviter les adverbes, éviter les adjectifs, les négations. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les ingénieurs sont formés. Dans la cyber, aujourd'hui, il n'y a pas d'ingénieur des exigences en cybersécurité. En fait, chacun écrit des exigences avec certains exemples, etc., le mieux qu'ils peuvent, mais on a remarqué, on va le voir après, on va le démontrer, il n'y a pas aujourd'hui d'exigence écrite au sens strict de l'ingénierie système. Les bonnes pratiques, donc dans les documents de cybersécurité, on a constaté qu'il n'y avait pas ces normes et ces façons de rédiger. Et on a vu aussi que les exigences qui étaient écrites peuvent être soit des exigences, soit une consigne, soit des droits, soit des responsabilités. En fait, c'est relativement flou. Il n'y a pas cette notion stricte d'écrire une exigence comme elle devrait l'être. Un exemple, donc ça monte assez haut hein, sur le référentiel ANSI des prestataires de vérification d'identité des partenaires à distance. Le référentiel d'exigence sur la version 1.0 du 19 novembre 2020, c'est le premier document qu'on a analysé. Et c'est là où ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. On s'est dit, on va commencer par analyser les documents de l'ANSI, les documents de l'ENISA, les documents de l'OWASP. Et puis après, on a demandé à nos clients de nous donner aussi des documents pour qu'on les analyse. Et en fait, on s'est aperçu, par exemple, voilà, je suis désolé, là c'est un petit peu compact, mais ça c'est une exigence qui a été écrite, où il y a de la combinatoire, de la complexité et une nécessité de la scinder. On a transmis nos résultats à nos partenaires dans des RSSI et CISO, et effectivement, ils se sont dit, mais oui, c'est curieux, on arrive à la comprendre d'une certaine façon, ou d'autres la comprenaient d'une autre façon. Donc, du moment que vous n'avez pas deux personnes qui comprennent de la même façon une exigence qui est écrite, par conséquence, lorsque vous allez implémenter cette exigence, vous risquez de créer, en fait, tout simplement, au plus bas niveau, une vulnérabilité. Alors vous allez dire, c'est étonnant entre les exigences en cybersécurité et les vulnérabilités, mais en fait, si. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que sur certaines exigences, on va en voir une après très compacte, où il y a une très forte densité d'anomalies. Là, pour le coup, les vulnérabilités créées sont complètement évidentes parce qu'il y a une très forte densité d'anomalies et de mauvaise qualité de rédaction des exigences. Donc c'est juste voilà, donc, le résultat. Donc, par exemple, dans ce document, sur 230 exigences analysées, on a trouvé 388 anomalies, ce qui est très important hein, par rapport à d'autres standards industriels. C'est très important et comme ça provient de l'ANSI, on se dit, OK, là quand même, il y a un petit truc là. On voit donc sur le schéma de gauche donc l'average number of remarks per business impact, donc en termes d'ambiguïté. Et on voit les adjectifs flous, des exigences multiples, des conjonctions. Il y a une surabondance d'éléments des et, des ou, de coordination qui font qu'en fait, les exigences sont soit pas logiques, soit elles ne peuvent pas être comprises par deux personnes.
Bon, là, je suis désolé pour celle-ci, mais là, c'est pour montrer un autre exemple pour le Secnum Cloud. Et on a travaillé beaucoup avec le ciseau DatScale sur celle-ci, Edouard Camoin. Et en fait, là, honnêtement, ça devient compliqué parce qu'elle est très longue, elle est très complexe, elle est ambiguë avec des coordinateurs et elle n'est pas compréhensible. Ou alors, il faut passer des heures et des heures, essayer de la comprendre, et peut-être que vous allez la comprendre d'une certaine façon et une autre personne la comprendra d'une autre façon. Quand vous allez transmettre ça à votre prestataire, il va la comprendre différemment. Bon, in fine, on ne s'en sort pas, quoi. Un autre exemple là, c'est l'OWASP. Donc là, on est plus dans le domaine du soft, donc tout ce qui est DevOps, SecDevOps, etc. C'est pareil, en fait. Les exigences, souvent écrites dans ces documents, par définition, sont toutes très longues. Elles sont souvent complexes, beaucoup d'ambiguïté, difficiles à comprendre, des problèmes ici de complétude aussi. Et donc, in fine, on se dit, OK, d'accord, donc on a ces exigences, on doit implémenter une politique de sécurité ou on doit développer un service en web services. Comment est-ce qu'on va y arriver, quoi? Donc, les apports aujourd'hui, donc là, je vais parler de ma société, mais en fait, je ne suis pas ici pour parler juste de Semios, parce qu'il y a des modèles qui ne sont pas ChatGPT, donc pas sur Internet. Et à nouveau, on vous déconseille d'utiliser ces modèles de langue qui sont connectés à l'Internet. Par définition, pour nous, c'est une aberration, il ne faut pas le faire. Mais bon, en tous les cas, ce qu'il faut chercher, c'est l'explicabilité, la reproductibilité, l'aspect normatif et surtout cet aspect confidentialité. Il faut qu'aucun secret ne passe. Ils peuvent persister dans le modèle, le modèle est isolé de l'Internet, mais il ne faut surtout pas que ça parte ailleurs. Parce que vos secrets seront disséminés. Et tôt ou tard, ça va vous revenir, comme un boomerang. Inévitablement. Vous voyez l'explosion aujourd'hui de ces modèles, avec des milliards de paramètres, ils grossissent de plus en plus, sont de plus en plus pertinents. Ils ont des politiques de logique de plus en plus précises, des liens de cause à effet. En fait, c'est pour nous qui sommes professionnels de l'IA et de la cyber, surtout depuis quelques mois, on voit c'est quand même très étonnant. Hein. Donc nous, Semios, on est dans le domaine de la sémantique et de la linguistique, et on fait des empreintes sur le machine learning ou dans les large language models, mais pas connectés à Internet. On a des clients dans la défense où il n'y a pas de connexion, il y a zéro connexion Internet, même pour les patchs, ils ne peuvent pas patcher le serveur facilement. C'est zéro connexion absolue sur Internet, rien n'est disséminé. Et là, donc, on parle de ces exigences en cybersécurité, mais bon, il y a des exigences partout, hein, dans tous les systèmes. Les bénéfices d'une IA pour traiter les exigences, c'est d'une part des gains mesurés. En fait, on passe beaucoup de temps, on a remarqué, autant en cyber que dans d'autres domaines, à écrire des exigences et à les relire. Donc l'idée, c'est d'accélérer le go-to-market de vos exigences. C'est-à-dire que vous avez des exigences à écrire, l'idée, c'est d'aller très rapidement vers l'objectif que vous êtes fixé. Donc on estime qu'il y a des gains de 30 à 50%, et ça, c'est dit par nos clients. Ensuite, bon, effectivement, la stratégie, c'est d'améliorer globalement la qualité des exigences. Quelque chose qui est important, c'est l'alignement des pratiques, la montée en compétences. Vous allez avoir des ingénieurs de différents niveaux, certains qui savent quand même écrire des exigences, d'autres qui ne savent pas dans les documents techniques. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde à niveau facilement, parce que l'IA, en fait, c'est une sorte d'exosquelette qui va vous permettre d'avancer très vite. Et le dernier point, c'est la baisse du risque contractuel. Donc là, c'est de plus en plus important et c'est très prédominant dans l'industrie de la cyber, notamment avec les problèmes d'assurance, etc. C'est que vous ne pouvez pas écrire des documents qui ne sont pas conformes d'un point de vue qualité rédactionnelle. C'est juste pas possible. Vous mettez en danger votre société et le risque de ne pas être assuré. Donc au moins, ça vous garantit que contractuellement, lorsque vous écrivez même par exemple des tenders, hein, c'est pareil, qu'il y ait une certitude en termes de qualité. Après, on pourra vous reprocher tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, il ne faut pas introduire des anomalies sémantiques dans le texte, parce que ça va poser un problème très important. Donc ça se joue au niveau de tous les acteurs, hein, au niveau des organismes normatifs, des agences, des donneurs d'ordre. L'idée, c'est d'analyser sémantiquement les documents qui vous sont transmis, donc les appels d'offres, par exemple, les réponses aux appels d'offres, etc., ou les documents qui viennent de ces organismes comme l'ANSSI, etc., pour détecter ces anomalies. Quand ils sont passés au rédacteur, le CISO, RSSI ou à l'intégrateur de la même façon, il faut qu'il y ait un échange, une collaboration dans les échanges de documents et que ces documents soient d'un niveau qualité suffisant. Les sous-traitants, de la même façon, ils sont inclus dans la boucle et
transversalement, donc chef de projet et tout ce qui est assurance qualité. En conclusion, donc les tendances identifiées dans l'analyse des documents en cybertechnique, notamment les exigences et les procédures, ce n'est pas très différent des autres industries. Mais par contre, il y a une très forte densité en général d'anomalies dans certaines exigences et il y en a beaucoup plus. C'est juste en fait parce qu'il y a un manque de maturité. La cyber, c'est une industrie relativement récente par rapport aux gens qui font des avions ou des fusées ou des systèmes d'armes. Ils font ça depuis très longtemps. Et il n'y a pas non plus, comme je disais, en termes de formation, d'ingénieurs système cyber formés aujourd'hui. En tous les cas, ces exigences sont corrigées et ne doivent pas être laissées au hasard ou à l'interprétation de tiers. Et grâce à ces technos, on peut facilement et rapidement les identifier, les corriger, dans le but, effectivement, d'éviter les vulnérabilités et d'éviter le risque, le risque contractuel ou le risque global par rapport à vos systèmes. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des... J'étais un peu rapide, hein, si vous avez des questions. Allez, la première question est toujours la plus difficile. Ouais. Elle est là. Merci, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez décrire le processus, comment on se sert de votre application? Oui, oui. En fait, il y a plusieurs phases. Donc, il y a une première phase qui est alors, je rentre un peu dans les termes techniques de la tokenisation du texte. C'est-à-dire qu'on va tokeniser avec des algorithmes donc de type de traitement de langage naturel tout le texte. Donc, chaque mot va être une entité actionnable au sens du traitement. Ensuite, on va avoir une phase qui est l'application de règles linguistiques de qualité rédactionnelle. Donc déjà, on va s'appliquer à ce que effectivement, le document ne contienne pas d'ambiguïté, comme on l'a vu, des problèmes de complétude, des problèmes de fiabilité, des problèmes de non-reproductibilité, etc. On a à peu près 80 algorithmes qui attaquent en fait, et ça c'est normé par des normes I3E, ISO, INCOSI ou autres. Ensuite, on fait le rapprochement entre le lexique, parce qu'en cyber, vous avez des acronymes, des lexiques spécifiques, et donc on est en fait tuné pour la cyber, parce que comme je disais, on a d'autres clients dans d'autres industries, et en fait on est toujours tuné à l'industrie. Et après, on présente des résultats. Donc on est soit intégré en termes de déploiement, on est soit intégré dans ce qu'on appelle des ALM, PLM, ce n'est pas nécessairement des choses que vous utilisez dans la cyber, mais on est aussi intégré à Word ou Excel. Il y a un compagnon qui est directement accessible. Et on est souvent on-premise, donc sans connexion Internet, mais aussi on est déployé chez Outscale, en SecNum Cloud. Donc, bon, par exemple, on a un client dans l'aéronautique qui a déployé pour la partie civile Semios chez Outscale. Ça ne leur a pas posé de problème particulier. On parle plus d'un outil d'analyse et moins d'aide rédactionnelle. En fait, les deux. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Donc, on va analyser et on va vous dire, OK, là, il y a telle anomalie qui doit être corrigée parce que ça correspond à telle règle. Par contre, on ne va pas être dans le sens IA générative parce que d'une part, alors, c'est possible de le faire du moment que vous avez votre modèle GPT qui est déconnecté de l'Internet. Mais en fait, ce qui est toujours délicat dans la rédaction des exigences ou des documents très techniques, c'est que c'est difficile d'anticiper le mot suivant. C'est en fait les modèles, vous connaissez les modèles LM, c'est les modèles statistiques. Hein, le mot suivant qui soit vraiment pertinent par rapport à votre pratique. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un certain temps, au sein d'une équipe spécifique, il y ait un apprentissage qui s'effectue et le moteur va comprendre comment vous rédigez l'exigence, mais ça va prendre du temps, c'est au sens de l'apprentissage. Monsieur. Pour sortir du domaine strict cyber, vous avez une phase d'apprentissage pour une industrie particulière ou pour une entreprise particulière. Elle est quel ordre de grandeur à peu près? C'est 4 jours et demi à peu près. 4 jours et demi, 5 jours. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on règle les paramètres du moteur et qu'ensuite, il soit utilisé pour qu'effectivement, en général, au bout de 4 jours et demi, c'est 4 jours et demi, 5 jours. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. Là, il y a un certain nombre d'exemples que vous avez cités qui montraient la complexité des exigences. Donc, ça veut dire, pour justement les rendre plus exploitables, compréhensibles, ça veut dire sûrement les démultiplier
les découper, Les scindés. les scinder. Sauf qu'aujourd'hui, à une époque, on parle d'économie de guerre, vous avez dû entendre parler, et de pouvoir simplifier les process. Donc, ce qui peut être paradoxal. Et donc, de votre point de vue et par rapport à votre expérience, comment on peut aller dans une simplification alors que, si on prend sur le domaine cyber, c'est un domaine qui est complexe et qui est de plus en plus vaste. Comment on peut tendre vers une simplification? Ouais. Alors, en termes d'industrie, la cyber n'est pas plus complexe en soi que d'autres industries. Des gens qui conçoivent des satellites, ils conçoivent des systèmes qui sont même beaucoup plus complexes. Où les systèmes d'armes, souvent, sont très complexes. Ils peuvent aussi inclure de la partie électronique, de la partie embarquée, de la partie soft et donc de la partie cyber, bien entendu. Et en fait, notre recommandation, c'est d'appliquer les bonnes pratiques de rédaction. Et surtout, c'est d'utiliser des IA comme des exosquelettes qui vont vous permettre de passer, par exemple, une exigence typique. On passe de 30 minutes d'écriture ou d'analyse à 2 secondes. Donc, en fait, les IA performantes dans ce domaine permettent d'analyser votre exigence à peu près en 2 secondes quand vous allez mettre 30 minutes à peu près. Et ensuite, ça va vous dire, OK, celle-ci est trop longue, il faut la scinder. Vous repassez ça au niveau du moteur qui va vous corriger ensuite d'autres anomalies. Et en fait, les processus sont très accélérés. C'est pour ça qu'on dit qu'on gagne entre 50 et 60% du temps à peu près. On a même des cas plus importants. On est arrivé à 80% de gain de temps dans la rédaction ou dans la relecture des exigences. Donc des gains significatifs. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non? C'est bon? Monsieur. Merci pour la présentation. Comment votre modèle est-il entraîné? Alors, il s'entraîne sur vos textes. Alors, par défaut, il a donc des normes sur lesquelles on applique tous les textes, I3E, etc. Donc, ça, c'est la partie linguistique. Et ensuite, il va s'entraîner sur vos propres textes que vous allez produire au moteur. Mais on ne va jamais, en fait, aller sur Internet, piocher quoi que ce soit ou récupérer quoi que ce soit. Ça reste vraiment en vase clos. Il n'y a jamais de dissémination de secrets, en fait. Merci pour votre question. Autre question pour terminer. Je crois qu'on a fait le tour. Super, merci beaucoup. Merci Didier Mascarelli, fondateur et directeur général de la société Cadelogue et Semios. Merci.